éléments de symétrie, vous les connaissez, ça peut être un centre de symétrie, un axe de symétrie ou un plan de symétrie. Dans le cas d'une molécule, si vous prenez l'éthane en projection spatiale, ici dans la conformation éclipsée, donc on voit bien que au milieu de la liaison carbone-carbone, nous avons un plan de symétrie. Et ainsi, vous avez cet hydrogène est symétrique par rapport à cet hydrogène. La même chose pour les autres hydrogènes, celui-là par rapport à celui-là. Donc, nous avons un plan de symétrie dans la molécule. Donc, ça veut dire que c'est une molécule symétrique. Inversement, une molécule sera dite dissymétrique si elle ne possède aucun élément de symétrie. Alors, dans ce cas, on parle d'une molécule chirale. Une molécule qui n'a aucun élément de symétrie, elle est appelée molécule chirale. Bon, alors dans la nature, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être considérés dissymétriques, qui ne possèdent aucun élément de symétrie. Si on prend les chaussures, par exemple, ce que nous utilisons tous les jours, alors nous avons les chaussures pour le pied gauche et le pied droit. Et si on essaie de mettre chaussures du pied gauche dans le pied droit, on n'y arrive pas. Chaque chaussure correspond à un pied. Mais par contre, si on met un miroir entre les deux pieds, comme l'image que vous avez devant vous, si je considère ici un miroir, si c'est un miroir entre les deux, on voit bien que le pied gauche est l'image du pied droit. Ils sont images dans un miroir. Si vous considérez ici un miroir, si vous regardez le pied gauche dans un miroir, dans le miroir, vous allez voir le pied droit. Mais par contre, on ne peut pas mettre la chaussure gauche dans le pied, enfin, pas mettre le pied droit dans la chaussure gauche. De même, si vous considérez, si vous regardez vos mains, si vous mettez la main gauche devant un miroir, vous allez voir la main droite, si on considère ici un miroir. Donc si vous avez ici le miroir, la main gauche, dans le miroir, on va voir la main droite. Et pourtant, les deux mains ne sont pas superposables. Si on essaie de les superposer, on va trouver que les doigts ne se retrouvent pas. Donc ici, si on essaie de les superposer, nos deux mains, on voit que le pouce de chaque main ne se trouve pas dans la même position. Donc les deux mains ne sont pas superposables. C'est la même chose que nous avons pour une molécule. Donc une molécule qui est dissymétrique, la molécule n'est pas superposable, elle est différente de son image dans un miroir. Donc là, c'est une particularité avec une molécule dissymétrique qui ne possède aucun élément de symétrie. Elle est différente de son image dans un miroir. On dit que la molécule est chirale. Donc retenez cette notion de chiralité qui est liée à la présence ou non des éléments de symétrie.
dans une molécule. Si on n'en a pas, la molécule est dissymétrique, on dit qu'elle est chirale. Alors maintenant, on va définir ce que c'est un carbone asymétrique, qu'on appelle aussi un centre chiral. Alors le centre chiral ou le carbone asymétrique, il nous facilite la recherche de chirales. Il constitué de plusieurs atomes. Pourquoi c'est si simple de chercher l'existence d'éléments symétriques? S'il vous plaît, merci. Donc, il n'est pas toujours facile de chercher ou de définir l'existence d'éléments de symétrie dans une molécule, vu la complexité de la géométrie. Donc, il peut constituer de différents atomes qui sont dirigés dans les différents sens dans l'espace. Mais par contre, il est plus judicieux de chercher ce qu'on appelle un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est un carbone hybridé sp3 et qui possède 4 substituants différents. Dans une molécule, on va l'indiquer par une étoile, l'étoile ou astérix. Donc ça nous permet de montrer l'existence d'un carbone asymétrique, ici, avec cette étoile. Donc un carbone asymétrique, c'est un carbone ici, sp3. Il est dans une géométrie tétraédrique. Les 4 substituants sont différents. Donc si on l'utilise par rapport à un miroir et on prend l'image de la molécule A. Donc l'image, c'est ce qu'on obtient de l'autre côté, c'est la molécule B. Ici vous avez CH3 avec son image, vous avez C2H5 avec ici son image, la même chose pour OH et la même chose pour H. Donc là, nous avons 2 molécules A et B qui sont images dans un miroir. Alors A et B sont des représentations spatiales de la molécule. Si on compare ces 2 molécules, alors ici j'ai la molécule B. Si j'essaie de la comparer par rapport à la molécule A, si je mets le C2H5 de ce côté, de façon à avoir le C2H5 et le CH3 du même côté que entre A et B. Donc pour avoir le C2H5 ici, j'ai fait une rotation de 180 degrés. Donc la même chose en tournant le C2H5, vous avez H qui va tourner aussi dans le même sens de 180 degrés. Donc s'il est ici vers l'avant, en faisant une rotation de 180 degrés, il va être de ce côté-là vers l'arrière. Donc H
C'est aussi la rotation de 180 degrés. La même chose au H, on doit faire dans le même sens une rotation de 180 degrés. Donc au H qui était vers l'arrière, une rotation de 180 degrés, il va être vers l'avant, de ce côté-là. Donc ici, c'est la molécule P, c'est cette molécule P dans laquelle on a placé le CH3. Dans les deux vous avez OH qui est dirigé, alors que dans P, OH est dirigé vers l'avant. Les positions dans l'espace sont différentes pour les deux molécules. Ça veut dire que les deux molécules sont différentes. On a des représentations spatiales différentes. La différence entre ces deux molécules, A et B, c'est dans les positions dans l'espace. OH vers l'arrière, dans A, OH vers l'avant, dans B. On parle alors de stéréoisomère. Donc la définition de stéréoisomère, ce sont des molécules qui diffèrent par les positions dans l'espace. On parle alors de deux configurations de la molécule. Configuration, ne pas confondre avec conformation. Donc la dernière fois, on avait vu les conformations. Aujourd'hui, on voit les configurations. La conformation, c'est une rotation autour de liaisons sigma. Une molécule peut être dans différentes conformations, mais c'est toujours la même molécule. On ne change pas de molécule, c'est juste des rotations autour de la liaison sigma et qui permet aux substituants d'avoir des positions différentes les unes par rapport aux autres. Par contre, configuration, ce sont deux molécules différentes. A est une configuration, B est une autre configuration qui est différente de A. A et B sont deux molécules différentes. Donc retenez la différence entre ces deux définitions, conformation et configuration. Alors A et B sont images dans un miroir, donc comme on le voit ici, nous avons le miroir. A et B sont images dans un miroir et sont différentes, ne sont pas superposables, non superposables. On parle alors de énantiomères. A et B sont deux énantiomères, alors qu'on peut aussi appeler antipodes optiques. On verra tout à l'heure. Donc deux molécules images dans un miroir et non superposables, on les appelle des énantiomères. Alors, pour mettre en place ces définitions, on va appeler stéréoisomères des isomères de même constitution, mais qui diffèrent par l'arrangement spatial des atomes. Énantiomères, ce sont des stéréoisomères, images dans un miroir. Configuration, c'est une position des atomes de la molécule dans l'espace. Donc, on aura des stéréoisomères, des énantiomères et des configurations des molécules organiques. L'activité optique.
Donc là, c'est une propriété physique, donc l'activité optique, donc elle est liée au rayonnement lumineux. Les molécules qui roulent ont la propriété physique de faire dévier la lumière polarisée. On dit que les molécules sont optiquement actives. On dit aussi qu'elles ont un pouvoir rotatoire. Donc si on schématise l'activité optique d'une façon simple, donc vous avez ici une molécule qui possède éventuellement un carbone asymétrique, donc on va dire une substance chirale. Une substance chirale, c'est-à-dire une molécule qui est dissymétrique. Elle va être traversée par un rayonnement lumineux et à la sortie, donc nous avons un analyseur qui permet de voir ce qui s'est produit sur ce rayonnement lumineux. À partir d'une source de lumière polychromatique, donc plusieurs directions au niveau de la lumière, cette lumière va passer à travers un polariseur. Le polariseur va nous donner une lumière polarisée, c'est-à-dire qu'il y a une seule direction. Donc on a ici un seul axe. Cette lumière polarisée, une fois qu'elle traverse l'échantillon, la molécule chirale, il y a une déviation de la lumière polarisée. Cette déviation, c'est une caractéristique des molécules dissymétriques, la molécule chirale. On a donc une rotation d'un angle alpha de la lumière polarisée. Donc ça, c'est une propriété physique des molécules qui roulent. Alors, deux énantiomères, donc rappelez-vous, ce sont deux molécules images dans un miroir, mais les deux molécules sont différentes. Les deux énantiomères vont faire tourner la lumière. Les deux énantiomères font tourner la lumière d'un même angle, ici l'angle alpha, en valeur absolue, mais dans des sens contraires. C'est-à-dire, si un énantiomère va faire tourner la lumière à droite, l'autre énantiomère fera tourner la lumière à gauche. On va alors appeler dextrogire l'énantiomère qui fera tourner la lumière vers la droite, dextrogire, D, qu'on peut appeler D, donc revenons à dextrogire, ou plus, donc D ou plus, donc peut-être des notations qui permettent de montrer l'orientation de la déviation de la lumière selon un énantiomère. Son énantiomère fera tourner la lumière à gauche et il sera appelé lévogire. Donc il sera noté petit l ou avec le signe moins. Donc vous avez un énantiomère qui fera tourner la lumière d'un angle alpha à gauche. Son image dans un miroir fera tourner la lumière du même angle alpha, mais en sens opposé, à droite. Donc si l'un est dextrogire, l'autre est lévogire, et ils font tourner la lumière avec le même angle alpha. Alors maintenant, si vous avez un mélange de deux énantiomères, un mélange équitable, 50%, 50%, et vous faites traverser cet échantillon, donc ce mélange, par la lumière polarisée.
Alors, vous avez un énantiomère qui fera tourner la lumière d'un nombre alpha à gauche. L'autre énantiomère, 50%, la fera tourner à droite. Et donc, au final, la lumière qui traverse l'échantillon n'aura subi aucune déviation. Alors, ce mélange, c'est ce qu'on appelle le mélange racémique. Le mélange racémique, c'est un mélange 50% de chacun des énantiomères. Ce mélange ne fait pas tourner la lumière. On dit qu'il a un pouvoir rotatoire nul. Alors, deux énantiomères sont deux molécules dont l'enchaînement des atomes est identique, mais seules les positions dans l'espace qui changent. Et les deux énantiomères sont images dans un miroir. Deux molécules différentes mais qui ont la même structure doivent être différenciées du point de vue nom de la molécule, du point de vue nomenclature. Mais puisqu'on a le même enchaînement d'atomes, la même structure, le nom qui va sortir par les règles de la nomenclature va nous donner le même nom puisqu'on a les mêmes structures. La différence est au niveau des positions dans l'espace. Donc la différence dans le nom de ces deux molécules va être au niveau de ces positions dans l'espace. C'est ce qu'on va appeler la configuration absolue. On va déterminer la différence entre les deux molécules par les positions des substituants dans l'espace. Et donc, puisqu'on a deux énantiomères, deux molécules différentes images dans un miroir, un énantiomère, on va l'appeler S, et un énantiomère, on va l'appeler R. On aura donc une nomenclature R et S pour différencier deux énantiomères. Deux énantiomères sont deux molécules différentes, mais qui sont images dans un miroir. Donc on va voir cette nomenclature. Donc si on prend cette molécule, on a un carbone asymétrique qu'on représente avec l'étoile. C'est un carbone sp3 et qui a 4 substituants différents. Son image dans un miroir, donc comme on l'a vu tout à l'heure, les deux molécules sont différentes. Et si on veut nommer ces molécules, on a une chaîne principale ici qui contient 1, 2, 3 et 4 atomes de carbone. C'est le butane, sur lequel nous avons une fonction alcool. Le nom c'est ol. Donc le butane, ol. Et la fonction OH se trouve sur le carbone numéro 2. Donc c'est le butane de ol pour la première molécule A. La deuxième molécule B, ici aussi vous avez une chaîne carbonée qui contient 4 atomes de carbone, c'est aussi le butane, et vous avez la fonction alcool sur le carbone numéro 2, c'est le butane de ol. Vous avez deux molécules différentes, mais selon la nomenclature, on a le même nom. Donc, on va les différencier en introduisant la nomenclature R et S, qu'on appelle aussi configuration absolue.
Alors, pour déterminer la configuration absolue, donc on considère un carbone asymétrique lié à 4 substituants différents, 1, 2, 3 et 4, avec une priorité, 1 prioritaire par rapport à 2, qui est prioritaire par rapport à 3 et qui est prioritaire par rapport à 4, selon des règles proposées par Kahn, Engel et Prolog. Donc on va voir dans le paragraphe suivant comment on peut déterminer cette priorité des substituants les uns par rapport aux autres. Pour le moment, on considère que 1 prioritaire par rapport à 2, prioritaire par rapport à 3 et prioritaire par rapport à 4. Alors, pour déterminer la configuration absolue, on regarde la molécule dans l'axe carbone asymétrique, dernier substituant, le 4e, tel que ce substituant soit dirigé vers l'arrière. Donc on va regarder dans l'axe carbone asymétrique, dernier substituant qui est dirigé vers l'arrière. Donc on regarde dans cet axe-là. Si pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne vers la droite, comme ici, pour passer de 1 à 2 et à 3 et à 1, on tourne à droite. C'est comme si on est en train d'écrire tourner à droite. C'est comme si vous êtes en train d'écrire un R. On va l'appeler le stéréoisomère R. Si au contraire, pour passer de 1 à 2 à 3, on va tourner à gauche, comme ici son énantiomère, on tourne à gauche pour passer de 1 à 2 à 3, toujours en regardant dans l'axe carbone asymétrique, dernier substituant qui est dirigé vers l'arrière, on tourne à gauche. C'est comme si on est en train d'écrire un S, on va l'appeler le stéréoisomère S. Donc R et S nous permettent de différencier les deux stéréoisomères. Donc c'est ce que on voit dans cette illustration, dans ce schéma. Donc ici, quand vous regardez cette molécule, ici, dans l'axe carbone asymétrique, le dernier substituant en arrière, donc A, P et C, vous les voyez comme constituants dans le sens d'orientation. Est-ce qu'on tourne dans le sens S? Est-ce qu'on tourne dans le sens R pour définir la configuration R ou la configuration S? Alors maintenant, si le substituant n'est pas dirigé vers l'arrière, donc soit on fait attention pour le placer, ou bien on peut faire une absolue. Alors, par exemple, si vous avez ici votre molécule avec le substituant 1, le substituant 2, 3 et 4.
Ici, nous avons 4 qui est dirigé vers l'avant. Dans la convention, pour déterminer la configuration R ou S, 4 doit être dirigé vers l'arrière. Alors, on peut faire une rotation. Par exemple, on fait la rotation autour de la liaison carbone asymétrique substituant 1. Donc, si on fait la rotation autour de ce carbone, autour de cette liaison, pardon, vous allez avoir 2 qui prend la position de 4, 4 qui prend la position de 3, et 3 qui va prendre la position de 2. On aura donc ici 2, 4, et ici 3. Donc maintenant, on se retrouve dans le cas où le dernier substituant est dirigé vers l'arrière, en regardant dans cet axe-là, carbone asymétrique, dernier substituant vers l'arrière, pour passer de 1 à 2, donc de 1 vers 2, vers 3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on tourne à droite, donc la configuration de ce carbone asymétrique, c'est R. Donc si le dernier substituant se trouve en avant, on peut faire une rotation de façon à placer le dernier substituant en arrière et on fait la lecture normalement. Ou éventuellement, on regarde le passage de 1 à 2 à 3, ce sens de rotation. Ici, le sens de rotation est à gauche. Le sens S. Mais comme le dernier substituant se trouve vers l'avant, le dernier substituant en avant, il va falloir inverser la configuration. À gauche, normalement, ça correspond à S. Si on inverse la configuration sera R et c'est la même configuration qu'on a trouvée en faisant la rotation autour d'une liaison sigma. Donc je reprends ici rapidement. La configuration absolue est déterminée selon les règles de Canning-Bell-Prolog qui nous donnent un classement des substituants 1, 2, 3 et 4. On regarde dans l'axe carbone asymétrique, dernier substituant dirigé vers l'arrière. Le passage de 1 à 2 à 3, si on tourne à droite, c'est la configuration R. Si on tourne à gauche, c'est la configuration S. Dans le cas où les derniers substituants et la configuration, ou bien on fait des rotations. Alors maintenant, pour classer les substituants, on utilise les règles de Kahn, Ingold et Prolog. Donc avant d'aller sur ces règles, est-ce que vous avez des questions? Alors, pardon, est-ce que configuration, on doit faire une aussi, c'est juste l'image. Pardon, je n'ai pas bien entendu votre question. Si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Donc, je disais pour une configuration,
Donc, on doit aussi faire une rotation pour trouver une molécule qui est différente. Non, quand vous faites une rotation autour d'une liaison, la rotation autour d'une liaison nous donne des conformations. C'est toujours la même molécule. La seule différence, c'est une rotation autour de la liaison. On ne change pas de molécule. Donc la rotation autour de la liaison, c'est possible. On verra ça plus en détail dans les travaux dirigés. Donc vous aurez la possibilité de voir différentes molécules et de déterminer leur configuration absolue. Et si on peut aussi faire des travaux pratiques, vous aurez l'occasion de manipuler des modèles moléculaires et qui vous permettra de voir des molécules dans l'espace et d'estimer les types de liaisons et ce qui est des configurations des molécules. Alors, les règles de Kahn-Ingelde-Prolog. Alors, pour classer les substituants, Monsieur, oui, je n'ai pas compris pour passer de configuration S en R. Pourquoi on ne change pas 1? on ne change pas. Qu'est-ce qu'on ne change pas? Bien entendu. Non. Pour passer de R à S. De S à R. Alors, ici, c'est comme l'exemple qu'on a vu avant. Alors ici, vous avez des molécules différentes. Donc, on les a vu tout à l'heure. Deux molécules différentes. Par exemple, si on prend cette molécule ici. A et B. Donc, on a vu qu'entre A et B, les positions des substituants ne sont pas dans le même plan. On a donc des structures avec A différentes de B, deux molécules différentes, mais qui sont immenses dans un miroir. Par règle de Kahn-Ingelde-Prolog, on peut déterminer la configuration absolue. Donc, un sera de configuration R, l'autre sera de configuration S. Alors, c'est ce qu'on obtient ici quand on a les deux molécules. On a R d'un côté et on a S de l'autre côté. Mais les deux molécules sont différentes, elles ne sont pas superposables. Ce sont des stéréoisomères. Et cette configuration, donc elle est importante à connaître au niveau de la molécule, parce que l'activité de la molécule peut dépendre de sa configuration absolue. Alors, les règles de Kahn-Ingelde-Prolog, donc je reviens sur ces règles. Alors, puisque les substituants sont constitués d'atomes, eh bien, de substituants différents, ça veut dire qu'ils sont constitués d'atomes différents ou d'enchaînements d'atomes différents. Donc, pour trouver cette différence entre les substituants, on commence par regarder l'atome directement lié au carbone asymétrique. Alors, puisque les atomes sont définis par leur numéro atomique, des atomes différents vont avoir un numéro atomique Z différent. Eh bien, le classement se fera tout simplement à partir du numéro atomique. Donc, celui qui a le Z, le numéro atomique le plus grand, sera
prioritaire. Alors, les atomes qu'on rencontre souvent dans les molécules organiques, ça peut être le soufre, Z égale à 16, il sera prioritaire par rapport à l'oxygène, Z égale à 8, qui sera prioritaire par rapport à l'azote, qui sera prioritaire par rapport au carbone, et qui est prioritaire par rapport à l'hydrogène, dont Z est égal à 1. Par contre, si on a des atomes identiques, l'atome qui est directement lié au carbone asymétrique. Vous avez par exemple votre carbone asymétrique, ici qui est lié à un CH3, et de l'autre côté, il est lié à un CH2, CH3. Les deux substituants sont différents, mais par contre, le premier atome lié au carbone asymétrique, ici c'est un carbone, ici aussi c'est un carbone identique. Donc il va falloir passer à la deuxième position, chercher les atomes suivants. Si c'est toujours identique, on passe en troisième position. Donc si on prend cette molécule, on regarde l'atome directement lié au carbone asymétrique, dont OH, l'atome directement lié au carbone asymétrique, c'est un oxygène. Dans CH3, l'atome directement lié au carbone asymétrique, c'est un carbone. Dans C3H7, le propyle, et ici aussi le premier atome lié au carbone asymétrique, c'est un carbone. Donc à partir d'ici, c'est ce qu'on appelle la première position. La première position, c'est le carbone directement lié, c'est l'atome directement lié au carbone asymétrique. On a un oxygène et 3 carbones. Selon les règles de Kahn, Ingham de Prolog, l'oxygène, Z égale à 8, sera prioritaire par rapport aux atomes de carbone. Donc on peut déjà classer ici OH comme étant prioritaire. Pour les trois autres, CH3, C2H5 et C3H7, on va passer à la deuxième position. Les atomes qui sont directement liés à ces atomes-là. Dans CH3, les atomes liés sont des atomes d'hydrogène. Dans CH3, on va avoir un hydrogène. Dans C2H5, c'est un CH2, CH3. On a donc le carbone en première position. Il est lié à un carbone en deuxième position. Donc on a un carbone. La même chose pour C3H7. Vous avez en deuxième position ici position, la deuxième position. Pour H3, nous avons un hydrogène, Z égale à 1. C2H5 et C3H7, nous avons un carbone, Z égale à 6. Donc le CH3 sera classé quatrième. Le CH3 est classé en dernier parce que C2H5 et C3H7 avec un carbone vont classer au rang supérieur. Donc si on continue, puisque au deuxième rang on ne peut pas départager les deux substituants, au troisième rang, en arrivant ici au troisième rang,
on a un carbone dans C3H7 et on a un hydrogène dans C2H5. Donc le classement de ces substituants sera OH prioritaire, suivi de C3H5 et enfin H3 qui sera classé dernier. On peut ration R ou la configuration S à notre molécule. Alors si on a ils vont être considérés comme autant de liaisons simples. Si j'ai deux liaisons, par exemple, si j'ai une double liaison entre un carbone et un carbone, dans les règles de Canning des prologues, elle sera considérée comme si j'ai deux liaisons vers deux atomes de carbone. Alors ici, ces deux atomes de carbone, il n'y en a qu'un seul, mais ce qui est représenté, ce sont les liaisons. J'ai une liaison, une deuxième liaison. Et ici, j'ai les deux liaisons. Donc, je représente les deux liaisons. Si c'est une triple liaison, on représente les trois liaisons. Donc, si on prend cet exemple, alors ici, vous avez la fonction aldéhyde, le CHO. Le CHO, c'est un C de liaison O, H. Alors, si on veut classer ces substituants, les règles de Canning des prologues nous demandent de regarder le premier rang. Alors, le premier rang, c'est ici. Nous avons l'azote, Z égale à 7, carbone, carbone et carbone. Donc l'azote sera classé en premier. Pour les trois autres, il va falloir passer au rang suivant. Alors dans l'aldéhyde, nous avons une double liaison entre le carbone et l'oxygène. C'est comme si on a deux oxygènes et un hydrogène. Dans CH2OH, vous avez un oxygène et deux hydrogènes. Et dans CH3, vous avez trois hydrogènes. Donc, si on veut classer ces substituants, ici nous avons deux oxygènes, un oxygène, et ici que des hydrogènes. Hydrogène Z égale à 1, donc il sera classé quatrième. Deux oxygènes, il sera classé le deuxième, et ici sera le troisième. Donc là, ça nous donne le classement selon les règles de Kahn, Ingold et Prolog. Donc NH2, classé premier, suivi de CHO, de CH2OH et de CH3. Donc là, c'est le principe qui est utilisé dans les règles de Kahn, Ingold et Prolog, et ça nous permet de classer pratiquement tous les substituants de façon à avoir une configuration absolue pour notre carbone asymétrique. Alors, si on prend cette molécule, alors 2 minutes, je vais passer les substituants, je trouve sa configuration. Vous avez un carbone asymétrique, est-il de configuration R ou de configuration S?
configuration S. Oui. Monsieur R. Vous proposez R. D'accord? Configuration S. Ou S. Eh bien, c'est les deux possibilités qu'on peut avoir. Alors, si on regarde sur ce carbone asymétrique, donc on a 4 substituants différents. Donc ici, vous avez un carbone, Z égale à 6, un oxygène, Z égale à 8, l'azote, Z égale à 7, et l'hydrogène, Z égale à 1. Donc ici, c'est le premier substituant, le deuxième, le troisième, et ici le quatrième. Donc si on regarde dans l'axe carbone asymétrique, dernier substituant, ici qui est dirigé vers l'arrière. Pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne à droite, on tourne dans le sens des aiguilles du montre. La configuration, c'est donc R. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Bien. Donc ici, on a la configuration R. Alors, essayez ce deuxième exemple. Et n'oubliez pas la présence de la double liaison. Alors, quelle configuration? S. 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 Effectivement, c'est la configuration S. Donc ici, vous avez un CHO. Au premier rang, vous avez un carbone. Ici aussi un carbone et ici l'hydrogène. Donc l'hydrogène sera classé en dernier. Le CHO, c'est un COH qui va nous donner un carbone lié à un oxygène et un hydrogène, selon les règles de Kahn-Ingold et Prolog. Le CH2OH, ici, c'est un carbone lié à l'oxygène, un hydrogène et un hydrogène. Par contre, le CH3, donc, il est lié à 3 hydrogènes. Donc, le CH3 sera classé troisième. L'aldéhyde avec les 2 oxygènes sera classé en premier. Et CH2OH sera classé deuxième. Pour passer de 1 à 2 à 3, on regarde dans l'axe carbone asymétrique, dernier substituant qui est dirigé vers l'arrière, pour passer de 1, qui est ici,
A2 qui est là, A3, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La configuration, c'est donc S. Alors, quand on a étudié les projections des molécules organiques, nous avons vu la projection de Fischer. La projection de Fischer, comme la projection spatiale, nous permet de voir les positions des atomes dans l'espace, les uns par rapport aux autres. Si la projection de Fischer nous permet de voir la molécule dans l'espace, eh bien, à partir de la projection de Fischer, on peut déterminer la configuration absolue. Alors, pour ce faire, il va falloir tenir compte de la convention de la projection de Fischer. Donc, rappelez-vous, dans la projection de Fischer, on a une projection dans le plan, donc selon un axe horizontal, un axe vertical et des axes horizontaux. Sur l'axe ici vertical, quand vous prenez cet axe vertical, les substituants sont dirigés vers l'arrière, puisque sur l'horizontale, les substituants sont dirigés vers l'avant. Donc, quand on regarde la projection de Fischer, on va voir la molécule sous cette forme. Vous avez sur l'horizontale des substituants qui sont dirigés vers l'avant. Ici, 4 est dirigé vers l'avant du plan, 2 est dirigé vers l'avant du plan. Donc ça, ce sont les conventions de la projection. Puisque le carbone est tétraédrique, si 4 et 2 sont dirigés vers l'avant, alors 1 et 3 sont dirigés vers l'arrière. Donc là, on a précisé comment on voit la molécule en projection de Fischer. Alors, comme la configuration absolue est déterminée en regardant l'axe carbone asymétrique dernier substituant, c'est-à-dire 4 qui est dirigé vers l'arrière, et on regarde le sens de rotation pour passer de 1 à 2 à 3. Donc si le dernier substituant, 4, est sur la verticale, ça veut dire qu'il est dirigé vers l'arrière. On est dans le sens de la configuration absolue. Donc la configuration absolue est dans le sens de rotation pour passer de 1 à 2 à 3. Dans l'exemple que vous avez ici en bas, vous avez le dernier substituant qui est sur la verticale. Ici, il est en haut, mais ça peut être aussi en bas, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il est dirigé vers l'arrière. Et on regarde pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. La configuration, c'est donc R. Par contre, si le dernier substituant est sur l'horizontale, le dernier substituant sur l'horizontale. Alors sur l'horizontale, on a dit que ce substituant est dirigé vers l'avant. Il est vers l'avant. Donc ça veut dire qu'on est en sens inverse par rapport à l'observation du carbone asymétrique et le dernier substituant vers l'arrière. On est à l'inverse. Le sens de rotation, ici on tourne dans le sens R, rotation dans le sens R. Le dernier substituant sur l'horizontale, il est dirigé vers l'avant. Il va donc falloir inverser la configuration pour ce carbone asymétrique. Dans cette projection de Fischer, la configuration X. Donc, un carbone asymétrique représenté dans une projection de Fischer, on peut déterminer sa configuration absolue selon la position du dernier substituant. S'il est sur la verticale,
dirigé vers l'arrière. La configuration absolue est dans le sens de rotation pour passer de 1 à 2 à 3. Par contre, s'il est sur l'horizontale, ça veut dire qu'il est vers l'avant du plan. Il va falloir inverser la configuration par rapport au sens de rotation pour passer de 1 à 2 à 3. Bon, vous avez un exemple ici. Donc, je vous laisse 4 minutes. Vous déterminez la configuration absolue de ce carbone asymétrique. Ensuite, vous donnez sa projection de Fischer de cette molécule. Et vous déterminez la configuration absolue sur la projection de Fischer. Je vous laisse quelques minutes, 3 à 4 minutes, pour faire ce petit exercice.
Bien, vous avez la configuration? La configuration R. La configuration R. D'accord. Alors, vous avez un CH2, c'est L. CH3, OH et H. Ici, vous avez un carbone et un oxygène. Donc ici, c'est le quatrième. L'oxygène sera le premier. Un carbone lié à un hydrogène, CH3, et un carbone lié au chlore, Z égale à 17. Donc ici, le deuxième et le troisième. Donc pour passer de 1 à 2 à 3, de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens R. La configuration, c'est R. La projection de Fischer pour cette molécule, donc vous avez votre chaîne principale, c'est celle-là. Le carbone de plus bas indice, c'est celui-là, c'est le carbone numéro 1, qui sera placé en haut. Pour que les substituants soient dirigés vers l'avant, je dois regarder mon molécule de ce côté. Donc ainsi, OH et H sont dirigés vers l'avant. En regardant de ce côté, donc je vois la chaîne principale, CH2Cl en haut, le carbone asymétrique et le CH3 en bas. OH qui est dirigé vers l'avant, on le voit ici à droite, et l'hydrogène qui est dirigé vers l'arrière, on le voit à gauche. Donc sur la projection de Fischer, le classement n'a pas changé. On a toujours OH qui est classé en premier, CH2Cl qui est le deuxième, CH3 est le troisième, H est le quatrième. Le quatrième substituant se trouve sur l'horizontale. Il est donc dirigé vers l'avant. Pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens S, le sens inverse des aiguilles du montre. Le dernier substituant vers l'avant, on inverse la configuration. Donc ici, c'est R. La configuration R, c'est la même que ce que nous avons trouvé dans la projection spatiale, puisque c'est la même molécule. C'est clair? Donc ici, dans la projection de Fischer, on tourne dans le sens S, le dernier substituant étant sur l'horizontale, la configuration sera l'inverse, donc la configuration R. Puisque c'est la même molécule, en projection spatiale et en projection de Fischer, on doit trouver la même configuration, c'est la configuration R. Des questions avant qu'on continue? Monsieur, Oui, c'est pourquoi on choisit cette numérotation ici? on ne change pas de numérotation. Pourquoi on choisit? Pourquoi on choisit cette numérotation? S'il vous plaît. Oui, répétez votre question. J'ai dit pourquoi on choisit cette numérotation. La numérotation ici, c'est un classement. On a OH classé premier
CH2Cl classé deuxième, ensuite troisième et quatrième. Ce classement se fait selon les règles de Kahn-Ingelde-Prolog. Donc, c'est ce qu'on vient de voir dans le paragraphe précédent. Donc, vous aurez l'occasion de voir ce classement dans les travaux dirigés et à chaque fois qu'on aura à donner la configuration absolue R ou S, on va utiliser ces règles de Kahn-Ingelde-Prolog. Donc, on aura l'occasion de les voir en détail dans des exercices. Monsieur, Oui? est-ce qu'à chaque fois qu'on voit les molécules en avant sur les plans, pour les projections des fichiers, on va les placer à notre droite? Il faut se rappeler des conventions. Sur la verticale, la scène principale, et sur l'horizontale, on doit voir des substitutions dirigées vers l'avant. Donc, selon la position du dernier substituant, s'il est sur l'horizontale, il est vers l'avant, il faudra alors inverser la configuration par rapport au sens de rotation. Sinon, on garde la même configuration que le sens de rotation. Alors, on a vu une molécule avec un carbone asymétrique qui peut être de configuration R ou de configuration S, mais une molécule organique peut présenter plusieurs carbones asymétriques. Un seul carbone asymétrique nous donne deux stéréoisomères, R et S. Avec deux carbones asymétriques dans une molécule, chaque carbone peut avoir la configuration R ou la configuration S. Deux carbones asymétriques, un carbone asymétrique, de configuration R, et le deuxième carbone peut être de configuration R. Mais on peut aussi avoir un autre stéréoisomère dont le premier carbone de configuration R, le deuxième de configuration S. Donc si on fait toutes les propositions possibles, les deux carbones peuvent être de configuration R, un carbone R et un carbone S, un carbone S et un carbone R, ou alors les deux carbones de configuration S. On a donc, avec deux carbones asymétriques, 4 stéréoisomères. Donc si on regarde par rapport au nombre de stéréoisomères, donc on a un carbone asymétrique, c'est comme si on a 2 à la puissance 1 qui nous donne 2 stéréoisomères possibles. Avec deux carbones asymétriques, 2 à la puissance 2, Monsieur, il y a quelqu'un à votre Monsieur, on vous place, mais attend. notre client, il faut qu'il le désactive. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. D'accord, on continue. Donc, je disais qu'avec un carbone asymétrique, on a deux stéréoisomères. 2 à la puissance 1 est égal à 2. Quand on a deux carbones asymétriques, 2 à la puissance 2 nous donne les 4 stéréoisomères possibles. Donc ça, on peut l'extrapoler pour une molécule qui contient n carbones asymétriques. Donc on peut avoir au maximum 2 à la puissance n stéréoisomères. Pour n carbones asymétriques, on peut avoir 2 à la puissance n stéréoisomères. Alors prenons le cas de cette molécule CH3, CH4H, CH4H, C2H5.
Alors ici, CHOH, vous avez ici un carbone asymétrique. Il a H, OH, CH3 et se substituant. Les quatre sont différents, c'est donc un carbone asymétrique. Mais ce carbone aussi est un carbone asymétrique. Il a quatre substituants différents. On a donc deux carbones asymétriques. En principe, on doit avoir quatre stéréoisomères. Donc, on va essayer de représenter ces stéréoisomères qui peuvent être de configuration R et R, c'est-à-dire le premier carbone de configuration R et le deuxième carbone de configuration R, c'est-à-dire on peut avoir ce carbone de configuration R et ce carbone de configuration R, ou S et S, R et S, S et R. Donc, pour les avoir d'une façon plus concrète, on va les représenter en projection de Fischer. Donc, si on prend une première représentation de Fischer ici, donc si on regarde la configuration du premier carbone asymétrique, celui-là, le classement des substituants sur ce carbone asymétrique. Ici, vous avez l'oxygène, il sera classé premier. L'hydrogène ici, c'est le dernier. Le carbone qui est en bas, il est lié à un oxygène, donc il sera classé deuxième. Et le CH3 est le troisième. Le dernier substituant étant sur l'horizontale, et de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La configuration de ce carbone asymétrique, c'est R. Le deuxième carbone asymétrique, donc il est lié à OH, donc ce carbone asymétrique, il est lié à OH, H, C2H5, et le substituant qui est ici en haut. OH, l'oxygène sera classé en premier. Ici, l'hydrogène Z égale à 1 sera classé en dernier. C2H5, j'ai un carbone lié à un carbone. Par contre, l'autre substituant, j'ai un carbone lié à l'oxygène. Alors ici, c'est pas le deuxième. H, Z égale à 1, il sera classé en dernier, c'est le quatrième. O, Z égale à 8, classé en premier. Ici, un carbone lié à un oxygène, donc le deuxième est là. C2H5 est le troisième. Pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le dernier substituant est sur l'horizontale, il faut inverser. Donc ce carbone aussi est de configuration R. Donc ici, nous avons le stéréoisomère de configuration R et R. On va chercher les trois autres, S et S, R et S et S et R. Toujours en projection de Fischer. Donc le composé A, la première structure, les deux carbones sont de configuration R. Si vous changez les positions, ici par exemple, j'avais H, OH à gauche. Ici, je vais avoir OH à droite. Et donc, H qui était à droite, ici, il devient à gauche. Donc, c'est comme ça qu'on peut inverser et passer d'un stéréoisomère à un autre. Donc, si vous cherchez les configurations, pour ce carbone asymétrique, ici,
Le classement n'a pas changé. Donc ici 1, vous avez le quatrième. Le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, c'est CH3. Pour passer de 1 à 2 à 3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le dernier substituant sur l'horizontale. Donc ici, la configuration est S. Donc ici, 2S. Alors le 2 que vous avez ici, il correspond au numéro de l'atome dans la chaîne principale de la nomenclature. Dans la nomenclature, on a le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, ensuite le carbone 4 et 5 pour avoir le pentane. Dans la configuration, l'indice indique le carbone sur la chaîne principale. Donc ici, on a 2S. Vous pouvez faire la même chose, vous trouverez 3S. Vous comparez ici, vous allez trouver 2R, 3S. Et dans cette projection, on a la configuration 2S, 3R. Donc on a les 4 stéréoisomères, RR, SS, RS et SR en projection de Fischer. On va procéder maintenant à la comparaison de ces 4 stéréoisomères du pentane 2,3-diol. Alors, si vous comparez A et B, la première et la deuxième, si vous mettez un miroir ici au milieu, entre A et B, vous avez H avec son image, OH, son image, OH ici, voilà son image. Et pour cet hydrogène, voilà son image, la chaîne principale et la chaîne principale. Donc A et B sont images dans un miroir. De la même façon, si vous comparez E et F, on observe qu'ils sont images. Les deux hydrogènes, leur image par rapport à ce miroir. Donc A et B, deux molécules différentes et qui sont images dans un miroir, on les appelle des énantiomères. La même chose, E et F sont deux énantiomères. Des stéréoisomères, images dans un miroir, ce sont des énantiomères. Donc A et B sont énantiomères, E et F sont énantiomères. Bon, maintenant, si on compare A et E. A avec E. Donc, si vous regardez le premier carbone asymétrique, il a la même configuration. Ici, la configuration R, et ici aussi, il est de configuration R. Par contre, sur le deuxième carbone asymétrique, ici, c'est la configuration R. Par contre, dans E, ce carbone asymétrique est inversé. Quand on avait OH à droite, ici, elle est à gauche. Donc ici, il est de configuration S. Donc là, ce sont deux stéréoisomères, mais qui ne sont pas images dans un miroir. A et E ne sont pas images dans un miroir. Et ce sont deux molécules différentes. Et la différence, c'est au niveau des positions dans l'espace. Ce qui change entre les deux, c'est la configuration d'un carbone asymétrique. Ici S et ici R,
et l'autre carbone asymétrique a la même configuration. On parle alors de stéréoisomère. Donc on a un couple de deux diastéréoisomères. Énantiomère, image l'un de l'autre. Diastéréoisomère, des stéréoisomères qui ne sont pas images dans un de l'autre. Donc retenez bien les définitions. Alors on peut comparer les autres molécules, et ça vous pouvez le voir facilement. A et F, stéréoisomère, non image dans un miroir, la même chose entre B et E, et la même chose entre B et F. On dit alors qu'ils sont des diastéréoisomères. Alors, en prenant les 4 stéréoisomères, donc on peut dresser les relations d'isomérie. On a vu que R est l'image de SS. Ce sont donc des énantiomères. La même chose, RS et SR sont des énantiomères, stéréoisomères, image dans un miroir. Par contre, les autres sont des diastéréoisomères. RR avec RS, SS avec SR, mais aussi RR avec SR et SS avec RS. Donc ce diagramme illustre les relations d'isomérie qu'on peut avoir entre les 4 stéréoisomères. Donc avec 2 carbones asymétriques, les 2 carbones asymétriques sont différents. On a 4 stéréoisomères. Sur les 4 stéréoisomères, on a 2 couples d'énantiomères, énantiomères image l'un de l'autre, et les autres sont des diastéréoisomères. Par contre, si les 2 carbones asymétriques sont identiques, 2 carbones asymétriques identiques, ça veut dire qu'ils ont les mêmes substituants. Si vous prenez maintenant le butane 2,3-diol. Alors, vous avez ici aussi 2 carbones asymétriques. Et pour les 2 carbones asymétriques, vous avez les mêmes substituants. OH sur ce carbone, OH sur ce carbone, CH3, CH3, H et H. On dit qu'on a 2 carbones asymétriques identiques. Alors en principe, on doit avoir 4 stéréoisomères puisqu'on a 2 carbones asymétriques. Donc si on les représente de la même façon, en projection de Fischer, on va avoir les 4 stéréoisomères, 2R, 3R, 2S, 3S et 2R, 3S. 2S, 3R. Jusque-là, c'est bon?